juste cette information qui est tombée à 22h16 très précisément, l'Ukraine qui affirme que la Russie a accepté oralement les propositions de Kiev, le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie, qui a affirmé samedi que Moscou avait accepté oralement donc les principales propositions ukrainiennes, ajoutant que Kiev attendait désormais une confirmation écrite. Comment vous le décryptez, Laurent Ozon ? Je découvre comme vous cette information. J'ai plusieurs observations à faire. D'abord, il serait intéressant de savoir ce que disent les Russes. Parce que s'ils sont tombés d'accord, en théorie, normalement, on devrait avoir un son de cloche équivalent ou en tout cas un point de vue équivalent chez les Russes. Et je pense que c'est toujours important dans cette affaire d'être capable toujours d'avoir les deux points de vue simultanément et pas toujours celui de Kiev, pas toujours celui des Occidentaux. Première observation. Deuxième observation. Ça concerne évidemment le principe même d'un processus de négociation et qui débouche sur quelque chose. Donc là, évidemment, moi, je suis vraiment très content parce que je pense que c'est évidemment la seule possibilité de sortir de ce conflit. Et je suis pas sûr. Moi, je suis très content. Je pense qu'il y a des tas de gens qui sont très contents. Je pense que les Ukrainiens, les premiers, doivent... Prenons énormément de précautions. Rien n'est officiel pour l'instant. Hein. C'est bien. C'est ça aussi qui est essentiel. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une information qui est donnée par le négociateur en chef ukrainien, qui n'est pas confirmée par le Kremlin, qui n'est pas confirmée, je vais regarder les déclarations aussi, par exemple, le ministère des Affaires étrangères français confirme ou infirme cette information-là. Pour l'instant, prenons énormément de pincettes avec cette donnée-là. C'est tout à fait ce que je fais. C'est pour ça que je vous dis il est important d'entendre ce que va dire la partie russe. Et le dernier point que je voudrais dire simplement, c'est que si c'est certainement une bonne nouvelle pour les Russes comme pour les Ukrainiens, c'est probablement une moins bonne nouvelle pour les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ? Parce que les États-Unis sont très largement responsables de la militarisation de l'Ukraine depuis 10 ans et sont largement responsables de l'évolution de ce conflit et de l'apparition de ce conflit. David, on parle de 4 millions dans sa rapidité. Oui, bien sûr. Dans sa rapidité, 4 millions de réfugiés en l'espace de quelques semaines et 11 millions de déplacés. Laurent Ozon, vous vouliez réagir. Que peut gagner dans ces négociations, si c'est du win-win, comme on dit, du gagnant-gagnant, l'Ukraine ? Tous les pays ont intérêt à la paix et les Européens aussi, comme vous l'avez bien indiqué, ont intérêt à la paix. Les seuls qui n'ont pas intérêt à la paix, en tout cas qui ont tiré un parti évident de cette crise, c'est la Chine d'un côté, qui a profité de cette période pour arrimer encore davantage la puissance russe et non seulement sa puissance, son espace, ses ressources et sa politique à ses intérêts, et de l'autre côté les Américains qui en profitent pour annexer littéralement et priver définitivement l'Europe de l'Ouest de toute politique autonome. Et ce découpage en bloc qui se fait encore à nouveau un siècle après au cœur de l'Europe, c'est-à-dire ce nouveau rideau de fer en quelque sorte, était de l'intérêt des Chinois et de l'intérêt des Américains, mais n'a jamais été l'intérêt ni des Européens ni des Russes. Il y a un fossé qui est immense entre le chef des négociations ukrainiens qui dit « oui, on a un accord oral » et Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky qui se serrent la main pour un accord de paix. Je vous rappelle que la dernière fois que Volodymyr Zelensky a annoncé qu'un processus de dialogue et de négociation se mettait en place, le même jour, le commissaire européen chargé des questions internationales annonçait un envoi d'armes, quelques heures plus tard, annonçait un envoi d'armes à l'Ukraine. Donc il y a au sein de l'Union européenne et aux États-Unis des gens qui ne veulent pas cette paix, qui ne veulent pas d'accord et qui feront tout pour la torpiller. Donc évidemment, elle est loin. C'est votre appréciation. Évidemment, c'est la mienne. Non. Et notamment ce rapport sénatorial qui, le 16 mars dernier, a mis en exergue l'étroite collaboration du gouvernement avec les cabinets de conseil. Et cette polémique autour de McKinsey, est-ce que c'est un faux sujet ou est-ce que ça peut devenir, pour le président de la République, un tournant dans sa campagne ? Ça dépendra évidemment de la façon dont les médias en général traiteront le sujet. S'ils consacrent la moitié du temps qu'ils ont consacré au costume de François Fillon à cette affaire, je pense que Emmanuel Macron va le payer très cher. Pourquoi ? Pas parce qu'il a fait appel à des cabinets de conseil, mais parce qu'ils ont fait appel à ce cabinet de conseil, c'est-à-dire un cabinet de conseil qui est domicilié dans le Delaware, c'est-à-dire un paradis fiscal, alors que pour les appels, je vous rappelle que quand on fait un appel d'offres et quand on souscrit à un marché public, l'administration est censée vérifier que l'entreprise qu'elle va choisir est bien domiciliée fiscalement et paye bien ses impôts en France. Premier point. Deuxième
Deuxièmement, parce que c'est McKinsey. McKinsey, c'est quand même... Alors, c'est de l'optimisation fiscale et pas de l'évasion fiscale. Oui, bien sûr, de l'évasion, bien sûr, de l'optimisation, mais quand on ne paye pas du tout d'impôts et qu'on est domicilié au Delaware, c'est de l'évasion caractérisée. Et le deuxième point, c'est que c'est McKinsey. McKinsey, c'est aussi l'affaire Purdue Pharma, c'est-à-dire les centaines de milliers de morts aux États-Unis de ce laboratoire qui a accentué, qui a favorisé la diffusion de produits qui ont causé des problèmes de toxicomanie massifs aux États-Unis et beaucoup d'autres scandales. Si vous faites une petite recherche sur Google, McKinsey scandale ou McKinsey amende, vous allez tomber sur des centaines de millions d'euros qui ont été payés par cette firme dans le monde entier pour des scandales absolument épouvantables. Et donc, c'est parce qu'aussi, c'est McKinsey. Vous trouvez beaucoup de choses sur Internet. Oui, mais ce sont des éléments factuels que vous pouvez trouver. Oui, on ne trouve pas que des bêtises non plus sur Internet. Et le dernier point, c'est que, enfin, c'est pas le dernier, il y en a beaucoup d'autres, mais le dernier point qui est vraiment gênant avec cette affaire pour Emmanuel Macron, c'est que ça n'est pas simplement un prestataire de service. Ce sont des gens qui sont dans son entourage dès le départ. C'est-à-dire qui sont dans son entourage au moment du début de sa campagne en 2017, qui sont pendant tout son quinquennat derrière, dessous, à côté et au-dessus de lui, et qui vont non seulement être consultés, mais qui vont multiplier leurs bénéfices et multiplier leurs missions pendant cette période-là. Un petit point aussi en complément, effectivement, McKinsey intervient dans tous les pays, comme vous l'avez bien remarqué. Donc vous en sous-entendez qu'ils sont susceptibles de sortir notre administration de son provincialisme en quelque sorte nationale. C'est pas inintéressant comme point de vue, mais je tiens à vous rappeler qu'ils ont tellement bien travaillé à l'international qu'ils travaillaient aussi pour Pfizer. Comment on peut expliquer cette indécision aussi importante à 8 jours du premier tour ? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais que le temps de la campagne, en général, c'est un temps, et ça va tout à fait dans le sens que vous pouvez dire l'un et l'autre, c'est un temps pendant lequel les gens se construisent en fait la représentation d'un individu, d'un personnage, plus qu'effectivement d'un programme, etc. Et ce temps, c'est un temps de familiarisation, en quelque sorte, avec une personnalité, avec les traits d'une personne. On se dit, est-ce que je la vois, est-ce que je la vois pas là, est-ce qu'on peut se projeter là-dedans, etc. C'est très personnel, finalement, le choix du président de la République. C'est beaucoup moins politique qu'on le pense. Et je crois que cette campagne n'a pas permis justement aux gens, en tout cas pour un certain nombre de nouveaux candidats ou pour un certain nombre de personnes qui étaient dans cette campagne, de pouvoir se faire une idée claire sur la nature des personnes, en tout cas pas pour la plupart des candidats. Et le problème principal d'Emmanuel Macron, c'est précisément qu'il a constamment brouillé sa propre image aux yeux du public, à tout point de vue et à chaque étape de son quinquennat. Et aujourd'hui, une partie des gens qui ont voté pour lui se demandent finalement pour qui ils ont voté et est-ce qu'ils peuvent encore voter pour lui-même, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est un kaléidoscope ce bonhomme. Puisqu'on s'attend à une abstention record, qu'importe celui ou celle qui va l'emporter, sera-t-il aux yeux des Français, dans sa généralité, légitime ? Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la manifestation historique contre la réforme des retraites. Il faut se souvenir, tout était bloqué pendant plusieurs jours. La loi sécurité globale. Je pense qu'il est loin d'être élu. Donc pour moi, la question ne se pose pas encore. Je pense qu'il est très loin d'être élu. 95% ne sont pas là. Je me souviens de sondages qui étaient beaucoup plus favorables que ça, qu'ils ne le sont aujourd'hui, en faveur d'autres candidats dans d'autres pays ces dernières années. Et je vois aussi le climat qui entoure sa campagne. Je vois aussi les dynamiques de se mettre en place sur sa droite et sur sa gauche. Je vois le ras-le-bol, la violence de l'antipathie qu'il a suscité pendant son quinquennat. Et je me dis qu'il est loin d'être élu. Dans cette campagne, vous me direz si c'est vrai ou non, mais on a parfois l'impression que certains candidats, soit par manque de conviction, par manque d'idées, vont stigmatiser d'autres candidats en disant « Attention, mais il est d'extrême droite ». On va diaboliser la personne pour essayer de décrédibiliser son adversaire. Oui, effectivement, l'extrême droite, c'est la stratification, enfin, factuellement, c'est la stratification de tous les vaincus de l'histoire. Donc, des royalistes, je dirais, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, de 1945, de la guerre d'Algérie, etc., etc. Factuellement, sociologiquement, c'est ça. Ensuite, c'est effectivement une catégorie démonologique. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est fondamental, c'est une catégorie qui est super intéressante, effectivement, parce que fondamentalement, c'est un contenant plus qu'un contenu.
Donc s'intéresser au contenu d'un contenant, c'est toujours intéressant, mais fondamentalement, quand on parle d'extrême droite, on parle d'un contenant, c'est-à-dire d'une enveloppe dans laquelle finalement on peut choisir un peu de mettre ce qu'on veut, quand on le veut, et en fonction de l'utilité que l'on peut en avoir. 2 ans de guerre contre la Covid pour au final que la santé ne soit pas la grande cause nationale du prochain quinquennat. Comment vous le décryptez ? Le problème de la santé, c'est toujours le même. C'est pas une question de moyens dans l'absolu, c'est une question d'affectation de moyens. Et on sait que le problème de la santé en France, c'est un problème d'organisation, c'est surtout un problème de technostructure, comme dans la quasi-totalité des institutions françaises. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel des moyens sont globalement captés par la technostructure, comme elles le sont à l'éducation nationale, comme elles le sont dans des tas d'autres structures. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain, qui soignent ou qui enseignent, etc., sont je dirais, la 5e roue du carrosse en matière de budget. Et c'est un peu ça le problème. C'est surtout ça.